Bonsoir à tous et bienvenue à Alain Lipietz, qui est donc notre invité ce soir pour parler de ce film « Même la pluie ». Alain est économiste, théoricien de l'écologie politique, ancien député européen. J'ai vu du reste sur Internet que tu faisais partie des rares députés particulièrement assidus et présents. Donc bravo. C'est pas le cas de Harlem Désir, par exemple. Enfin bref, ne commençons pas à faire de la politique maintenant et parlons de ce film. Alors je ne sais pas par quel bout le prendre, parce que comme souvent au cinéma, du reste, je m'aperçois de ça presque à chaque séance, le cinéma parle toujours du cinéma. Et là, c'est encore plus évident puisque c'est un tournage de film. Bon, et comme je vous l'avais dit en préalable, on sent la patte évidemment de Paul Laverty, qui est le scénariste de Ken Loach et qui est le mari de la réalisatrice espagnole. Je précise tout de suite ce lien de parenté entre eux. Donc c'est un film qu'on peut dire politique. Est-ce qu'on commence par la fin, c'est-à-dire est-ce qu'on commence par la moralité du film, où le héros, Daniel, explique qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire qu'un combat qui conduit dans la réalité de l'événement politique qui a eu lieu en avril 2000. Il y a eu un mort, un jeune de 17 ans qui a été tué par les forces de l'ordre. Là c'est une scène beaucoup plus tragique, puisqu'il y a plusieurs blessés, il y a plusieurs morts, etc. Est-ce que... C'est en 2000, oui. Pas le film, il est de 2015. Oui, la lutte de Cochabamba. Ouais. Bon, personnellement, en fait, il y a deux histoires et le film est sur l'interaction des deux histoires, dont l'une est un film, effectivement, mais qui renvoie de façon assez compliquée à la première histoire, parce que ce film est sur la colonisation. Bon. Moi, je suis en plein dans l'autre histoire, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est pour ça que j'ai posé la question, c'était 2000, ça me paraît... Le temps passe tellement vite, n'est-ce pas ? J'étais à cette époque-là député européen, membre de la délégation pour l'Amérique du Sud. Et en fait, dans mon deuxième mandat, qui a donc commencé en 2005, non, 4, j'étais même carrément le président de la délégation du Parlement européen pour la communauté andine des nations, c'est-à-dire cet ensemble qui est en haut à gauche sur la carte de l'Amérique du Sud, et qui comprend notamment la Bolivie. Et donc, dans mon premier mandat, j'étais allé un petit peu tout seul. J'aime bien faire les choses un peu... Avant de faire les choses officiellement, j'aime bien faire les choses tout seul, mais j'étais dans une autre lutte, qui était celle du gaz, qui avait lieu à peu près au même moment, ou peut-être un an après, je ne me rappelle plus, à La Paz, hein. Si vous voyez la Bolivie, j'avais fait un article un jour où je disais c'est le toit du monde, enfin c'est à peu près comme le Tibet, hein, c'est le Tibet de l'Amérique latine, et tout en haut vous avez La Paz, qui est dans un canyon au pied du haut plateau, hein, et sur le haut plateau il y a la grande banlieue de La Paz qui s'appelle El Alto. Et La Paz et El Alto s'étaient révoltés sur la question de la livraison du gaz par un oléoduc, enfin gazoduc, pardon, vers, je crois que c'était vers l'Australie ou vers le Pacifique, en passant par le Chili. Et ces luttes avaient commencé à révéler le caractère indigéniste, hein, le mélange entre le caractère indigéniste et social, enfin social vraiment populaire, vraiment, comme vous avez pu voir, de cette lutte pour les biens de base, que sont l'eau, le gaz, etc. Et donc, il y a eu la lutte de Cochabamba pour l'eau, qui était contre la Bechtel. Et donc, quand j'ai été le délégué du Parlement européen pour, entre autres, la Bolivie, donc je me suis reprécipité en Bolivie. Et là, c'était une autre lutte sur l'eau, cette fois, qui était contre une entreprise française, hein, la Lyonnaise des Eaux, qui avait bénéficié de la privatisation des eaux de La Paz, qui s'appelait Agua de Illimani. Voilà. Donc je connais assez bien ces luttes sur l'eau qui ont été menées par des gens qui se revendiquent indiens. Alors là, ils disent quechua, je suis un peu étonné, mais parce que je ne connais pas bien Cochabamba. Enfin, en tout cas, à La Paz, c'était une lutte aymara, et les gens étaient très fiers d'être des aymaras, et pas des Incas, pas des Quechua. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance, parce qu'ils se revendiquent
ils se revendiquaient tous du Toyantinsuyu, c'est-à-dire la région Inca. Vous avez pu voir le drapeau en damier arc-en-ciel dans une des manifestations. C'est le drapeau de Quispe, qui était le leader à l'époque de la lutte indigéniste à la Cochabamba, et qui va être petit à petit, comment dirais-je, évincé, on va dire, par Evo Morales, qui est le leader alors, des Cocaleros, dont on parle également dans ce film, de cette région, du Chaparré, mais qui va convaincre le mouvement indigéniste et les luttes populaires de Bolivie d'adopter la voie légaliste. Là, ça se termine justement sur la question est-ce qu'il n'y a rien d'autre à faire? Eh bien, Evo Morales est celui qui a dit si, il y a peut-être autre chose à faire, on peut essayer de gagner les élections, ce qu'il a fait. Alors là, dans la guerre de l'eau et dans le film, c'est une multinationale américaine, qui était aussi présente à La Paz, mais là, à Cochabamba, c'est Bechtel, qui est la première firme américaine de travaux publics, qui a participé à d'énormes chantiers. Je pense au tunnel sous la Manche, par exemple, mais aussi au second sarcophage de Tchernobyl, pour ceux qui étaient venus à la première séance le mois dernier sur le film de Tchernobyl. Donc c'est une famille c'est une entreprise excessivement puissante qui a eu, dit-on, quelques liens avec une autre famille très puissante du BTP de la région d'Arabie Saoudite, qui est la famille Ben Laden. Donc là aussi, ça a provoqué pas mal de débats aux États-Unis à ce moment-là. Est-ce que donc tu as bien souligné le lien à la fois social et en même temps des Indiens, mais parce que ça va ensemble d'une certaine façon, les couches sociales les plus populaires, les moins argentées, qui vivent dans ce qu'on appelle nous en français des bidonvilles ou des quartiers informels, sont aussi des Indiens. C'est un problème compliqué. Être indigène, aux yeux de l'Organisation internationale du travail, non seulement ceux qui sont de sang indigène, mais ceux qui sont dans des structures indigènes. Vous pouvez pas. Alors c'est un problème archi compliqué, puisque j'ai été 36 fois appelé par des délégations d'Indiens qu'on voit arriver comme ça, emplumés dans le Parlement européen, quelquefois accompagnés d'un évêque. Alors là, c'est les héritiers de Las Cases sont maintenant assez nombreux, parmi les évêques de la pastorale de la terre ou de la pastorale de la paix. Mais pas tous, quand même l'église bolivienne notamment, on n'était pas du tout progressiste, c'était pas une église, c'est pas une église genre théologie de la libération. Mais enfin, il y en a quand même quelques-uns quand même qui nous ont donné un coup de main. Bref, quand les Indiens viennent, en général, ils nous disent c'est affreux, affreux, affreux. Il y a une firme multinationale, qui est en train de nous bousiller tout un environnement, par exemple, en construisant une mine, un endroit où, ce qu'on appelle le paramo, c'est-à-dire là d'où vient toute l'eau, l'espèce d'éponge qu'il y a sur les hauts plateaux des Andes. Et venez nous aider. En tout cas, que l'Union européenne n'accorde pas de prêt de la Banque européenne d'investissement à cette firme française ou anglaise qui est en train de nous saboter notre environnement. Alors, on se précipite là-bas. Et c'est compliqué parce que ce qu'on essaie de mobiliser, c'est la Convention 169 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui dit que une firme, comment dirais-je, coloniale, enfin, des pays du nord-ouest du monde, des pays développés, ne peut pas acheter une terre aux indigènes sans qu'ils aient été au préalable bien informés. Oui, mais qui sont les indigènes? Et alors c'est là qu'on rentre dans le problème que ceux qui détiennent la terre sont souvent, il y a plus, c'est comme en Corse, quoi. Il reste peut-être 150 familles sur la terre et des dizaines de milliers habitent dans les bidonvilles. Alors la question est, est-ce que ces bidonvilles font-ils partie du corps électoral qui permettrait de vendre la terre à la firme? Donc c'est très compliqué ces problèmes-là. Alors ce que vous pouvez voir dans le film, c'est tout à fait au début cette bizarrerie qu'ils sont en train d'amener de l'eau par leurs propres moyens. Alors ça, c'est une particularité de Cochabamba très importante. C'est pour ça que la lutte a commencé là, sur l'eau. C'est que
Vous avez vu, hein, c'est une cuvette. Bon, c'est assez différent de La Paz. Bon. La Paz, je vous dis, c'est un haut plateau occupé par la banlieue qui s'appelle El Alto. L'aéroport est aussi là-haut. Et il y a un canyon qui descend. Ce canyon va descendre vers l'Argentine, etc., très très loin. Hein. Mais beaucoup plus bas, vous avez Cochabamba, qui est dans le vert. Hein. Vous avez vu que c'est dans de la jungle. Hein. On est déjà dans le vert, à 2000, 2005, peut-être plus que ça, peut-être 2008. Enfin bref. Et tandis qu'à El Alto, on est à 4000, on vomit toute la journée, enfin quand on arrive, bon. C'est très différent, c'est tout jaune, bon. Cochabamba, c'est un endroit où la collecte de l'eau qui descend de la montagne pour irriguer les terres faisait partie des longues traditions indigènes, avec des hommes qui étaient chargés de la répartition de l'eau. Et les structures indigènes qu'on retrouve reconstituées à l'intérieur même de la ville de Cochabamba avaient l'habitude qu'il y ait des hommes dont la responsabilité était d'amener l'eau, de la canaliser et de la distribuer. Un peu comme vous avez dans, je sais pas moi, dans le Sahara, enfin dans une oasis. Hein, voilà. Ça fait partie de l'organisation sociale, du bien collectif. Alors ça a donné à toute une littérature et même un prix Nobel, hein, les règles sociales non monétaires de distribution de l'eau. Et alors c'est peut-être un petit peu dommage que ça n'a pas été plus développé. Enfin, il faut remercier le scénariste et la réalisatrice de l'avoir quand même indiqué. Il y avait une alternative à l'usage que la Bechtel faisait de l'eau, qui est comme chez nous, hein, justement, c'est pour ça que c'est totalement hors de portée des bourses des habitants des bidonvilles, sauf si c'est payé par l'État. C'est-à-dire le système normal de distribution de l'eau. C'est ça que faisait la Bechtel, en privatisant une entreprise municipale. Mais il y avait une alternative qui était l'organisation traditionnelle de distribution de l'eau qui est évoquée au début. Pourquoi est-ce qu'ils font sauter le cadenas, les flics? Parce que Bechtel avait acheté non seulement l'appareil de distribution de l'eau, c'est-à-dire du béton fondamentalement, hein, comme tu as dit, c'est une entreprise de béton et pas une entreprise d'eau, hein, mais en plus, elle avait acheté l'eau. C'est-à-dire qu'elle avait un monopole sur la distribution de l'eau qui arrivait. C'est pour ça que le film s'appelle « Même la pluie ». C'est-à-dire que l'eau qui arrive du ciel appartenait à la Bechtel. Ce qui est quand même assez incroyable. Alors, ce qui s'est passé avec cette guerre de l'eau, donc qui a été une très forte mobilisation, comme le film le montrait très bien, avec tout d'un coup des personnages, des leaders qui apparaissent comme très très souvent dans ce type de lutte. Hein. Il y a des personnages qui ont un certain charisme, en l'occurrence Daniel, il est assez exemplaire. Et alors là, c'est très rapide dans le film, le retournement de situation après des violences policières. Visiblement, là on voit à la fin un prêtre qui court partout disant on a gagné, l'eau est à vous, on a gagné, l'eau est à nous, il aurait dû dire. Bon, alors c'est vrai qu'il y a eu une société... Oui, c'est une prêtre. Alors, c'est vrai qu'il y a une société, la CEMAPA, elle s'appelle comme ça, qui est une société qui reprend la gestion de l'eau municipale et qui, évidemment, va baisser les tarifs d'eau et revenir aux tarifs anciens. Et dans cette société d'exploitation de l'eau municipale, il y a des représentants des habitants. Et ce qu'on s'est aperçu au bout de quelques années, c'est que la participation aux élections était de 4%, ce qui veut dire, vous voyez, 96% d'abstentionnistes. C'est-à-dire que tout d'un coup, même cette structure-là n'était plus représentative réellement des intérêts des habitants qui s'en détachèrent. Il faut noter aussi qu'au moins 2 des directeurs successifs de cette société municipale ont dû partir à cause de népotisme et de corruption généralisée. Hein. Alors, ça, c'est l'aspect noir de l'affaire. Alors, bon. Au commencement, était ce qu'on a dit, c'est-à-dire la vie indigène. Bon. Ensuite, il y a eu les bidonvilles. Et ensuite, il a commencé à y avoir
en Bolivie, comme dans toute l'Amérique du Sud, un mouvement cépalien, cépaliste. C'est-à-dire qu'il a commencé à y avoir, vers les années 40-50, avec un certain décalage par rapport à, disons, l'Argentine de Perón. Je dis ça parce que José vient d'apparaître dans le fond de la salle. Enfin, disons, un léger décalage par rapport au gros de l'Amérique latine, disons. La Bolivie a connu sa période nationaliste, comment dirais-je, productiviste, vers les années 50, puis le Pérou d'ailleurs un petit peu après encore d'ailleurs, avec Velasco. Alors en Bolivie, donc, s'est mis en place un modèle de développement comme il y en a en Argentine ou au Mexique, etc., c'est-à-dire qu'une aristocratie ouvrière s'appuyant sur les syndicats et s'appuyant sur une partie progressiste de la bourgeoisie et de l'armée, a eu son moment de développement, d'investissement, etc. Et comme il arrive toujours dans ces cas-là, que ce soit au Mexique ou en Argentine, les ouvriers de l'aristocratie ouvrière syndicale qui tiennent ces appareils de service public, se constituent justement une aristocratie ouvrière et vont s'en mettre plein les poches. Ils vont s'en mettre plein les poches, c'est-à-dire beaucoup plus que les $2 dont on parle dans le film. Et donc, il commence à y avoir des contradictions entre eux et la masse des pauvres, alors sans chemise, pour filer la métaphore avec le Pérou, avec l'Argentine, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans l'aristocratie ouvrière. Ce qui fait que ce modèle est assez fragile, parce que n'importe quel général populiste peut dire « Regardez, ces syndicats, ils vous exploitent, etc. etc. » Bon. Ce modèle, donc, on pourrait appeler, comment dirais-je, productiviste d'État, a été privatisé par le fameux Gani, là, le chef de la Bolivie à cette époque-là, et il le donne aux multinationales. Quand on gagne la lutte, à qui revient la machine? Alors, ça peut être soit à une coopérative. J'ai connu ça, par exemple, en Argentine, dans un village, une petite ville de l'intérieur, pas de Cordoba, où ça a été le cas. C'est-à-dire une coopérative a repris la machine, etc. Soit c'est remunicipalisé, enfin, je ne me rappelle plus la nom que tu avais donné, là. Et, oui, ça va pas. Et l'aristocratie ouvrière revient. C'est-à-dire... moi, j'étais perché à La Paz à un moment donné. Madame Mitterrand est arrivée. Vous savez que Madame Mitterrand ex-Madame Mitterrand était très engagée dans les luttes pour l'eau. Et elle a tenté de... L'association des porteurs d'eau. Oui, oui. Et elle est montée avec Anne Lestrade, celle qui a fait la privatisation de l'eau... Enfin, pardon, au contraire, la déprivatisation de l'eau de Paris. Et, comment ça s'appelle, Lavrillier, celui qui a fait la même chose à Grenoble. Ils sont montés... je dis bien montés parce que Madame... Mitterrand n'a pas pu monter plus haut que Cochabamba. Le cœur ne supportait pas. Mais c'est pénible quand on arrive d'Europe de monter si haut. Parce que la Terre étant, comme vous le savez, un ballon de rugby, on est beaucoup plus haut quand on est à 4000 mètres à La Paz qu'on est quand on est à 4000 mètres dans les Alpes. On est plutôt équivalent à 6000 mètres, disons, 6000, 7000 mètres. Donc c'est vraiment très très dur. Et Madame Mitterrand n'a pas pu monter plus haut. Donc elle s'est arrêtée à Cochabamba, et la rencontre avec les gestionnaires de l'eau a eu lieu là. Les Français qui venaient avec plein d'idées généreuses que l'eau de Paris ou l'eau de Grenoble allait aider ces nouvelles entreprises qui en fait étaient les anciennes de l'époque. Ils ont trouvé les gens en face d'eux, les directeurs tellement corrompus, népotistes, etc., qu'ils sont repartis, quoi, sans avoir pu faire tout ce qu'ils voulaient faire. Ça s'est mal terminé, disons. Et sur l'ensemble, là, c'est une question. Sur l'ensemble de l'Amérique latine, aujourd'hui, c'est plutôt un mouvement de privatisation de ce qu'on appelle les grands services urbains qui est en marche, ou il y a une reconquête municipale ou coopérative? Non, c'est quand même les années 2000. Là, on est dans les années 2010. C'est-à-dire que le grand mouvement de privatisation 90-2000 est terminé, et maintenant on repart dans l'autre sens. Mais la difficulté est la suivante, c'est que quand je suis arrivé, alors cette fois-ci, j'ai été maintenant
le délégué, gna gna gna, donc j'étais reçu par les ambassadeurs, etc. Et le chargé d'affaires français, il n'y avait pas l'ambassadeur, il y avait un chargé d'affaires qui est un type éminemment sympathique d'ailleurs, et il m'a dit, oui, la Lyonnaise des Eaux a complètement déconné, ils auraient très bien pu être acceptés par le peuple de La Paz s'ils avaient accepté des compromis, etc. Bon, il faut savoir que la Lyonnaise des Eaux, c'est elle qui régit les eaux de la Havane. Donc la Lyonnaise des Eaux est tout à fait capable d'opérer en milieu dit socialiste, hein, puisqu'ils travaillent à la Havane, ils auraient très bien pu accepter de travailler à La Paz dans des conditions correctes, mais je n'y arrivais pas. Enfin, je n'arrivais pas à les convaincre. On devait se mobiliser même sur des crèches qui n'arrivaient plus à faire marcher les chasses d'eau parce que la Lyonnaise des Eaux leur facturait trop cher. Donc il fallait passer par les curés, organiser des mobilisations en France. Enfin bref, c'était assez dur. Et en fait, je crois que ça vient du fait que c'est ça, c'est-à-dire comme on n'utilise pas les structures traditionnelles, on importe un modèle, celui de la Lyonnaise des Eaux, pour gérer des eaux, hein, des grosses machines qui sont faites pour autre chose que gérer des petits tuyaux pour amener le peu d'eau qu'il faut dans des bidonvilles. Hein, c'est pas du tout la même chose. Eh bien, c'est pas vraiment intéressant pour la Lyonnaise des Eaux. Donc, ou bien c'est l'État qui paie tout, et à ce moment-là, bon quand il n'y a plus d'argent, l'État dit je privatise et débrouillez-vous. Ou bien c'est pas avantageux. Et ce que m'a dit le chargé d'affaires, c'est que la Lyonnaise des Eaux partait. Et effectivement, elle est partie volontairement avant de recommencer la bagarre. Parce que elle savait bien que Evo Morales allait être élu. C'était la seule solution pour arrêter l'espèce de guerre civile Parce que ce que vous avez vu là, bon, moi je l'ai vu sur le gaz, puis ensuite ça recommençait sur l'eau à d'autres endroits. Enfin, la Bolivie était en train de se paralyser de barrages les uns contre les autres. Donc à un moment donné, Evo Morales a émergé et tout le monde, toute l'Europe s'est coalisée pour aider Morales à être... il a été élu, mais il fallait en plus qu'il prenne le pouvoir. Ce qui n'est pas évident. Il y a 4 mois, c'est comme aux États-Unis, il y a 4 mois pendant lesquels le gars qui a été élu n'est pas encore au pouvoir. Et ça fait 4 mois pour faire un coup d'État. Donc il fallait qu'on surveille tout le temps pour qu'il arrive jusqu'à la présidence, après avoir été élu. Et on peut dire que toute l'Europe s'est coalisée pour que ça marche. Ça a marché. Il y a que les Espagnols qui essayaient qui représentaient les intérêts espagnols là-bas, mais en gros, tout le monde a joué le jeu. Mais ça veut dire que les entreprises multinationales sont reparties, tout simplement. Et comme la Banque mondiale ne voulait pas prêter s'il n'y avait pas une multinationale pour gérer les services publics, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué. Il a fallu que la BEI s'en occupe. Enfin bon, vous voyez un peu le genre. On est dans une période, après les années horribles du libéralisme, où l'Amérique latine a recouvré une petite partie, avec tous les gouvernements de gauche qui ont été élus par-ci par-là. L'Amérique latine a recouvré, mais malheureusement, ils sont retournés au modèle cépaliste des années 50. Donc, ou bien ils avaient de l'argent pour le faire, et ça a marché tant qu'il y a eu l'expansion jusqu'en 2007. Par exemple, le Venezuela, typiquement, tant que le pétrole était cher, ça a marché. On pouvait mettre de l'argent à tire-larigot. Mais après, c'est devenu beaucoup plus difficile, et maintenant, on retombe sur des tentations de reprivatiser ce qui avait été déprivatisé dans les années 2007 à 2010, disons, à 2015. Alors, à vous, qui veut poser des questions ou réagir, en attendant que chacun réfléchisse à ce qu'il a envie de dire, je dis 2 mots sur le film quand même. D'abord, moi j'ai été, ça fait la 3e ou 4e fois que je le vois, et là j'étais encore plus baba d'admiration pour le casting. Je trouve que tous les comédiens et les comédiennes jouent parfaitement bien. Il y a un talent. Alors on peut, ça a été critiqué comme ça à l'époque en Espagne quand le film est sorti, c'était considéré comme très théâtral. Et donc pas assez cinématographique. Mais là, quand même, en regardant le cadrage, en regardant le déroulé même, la séquenciation du film, je suis, moi, assez admiratif. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la salle qui partagent ça. Hein, vas-y. Sur ce point, un petit mot. Ils sont comme ça, les Boliviens. Ils ont des gueules.
Et la trilatralité fait partie de la forme des luttes sociales de la Bolivie. Il y a quelqu'un m'avait dit, la sociologie, la formule la plus fondamentale de la lutte sociale en Bolivie, c'est jusqu'aux plus extrêmes conséquences. On se bat jusqu'aux plus extrêmes conséquences. On défend sa position. Il y a une dramatisation. Oui, on dramatise toujours. Ce qui fait que quand ça va mal, et ça va souvent mal, alors d'abord on ne se tue pas, c'est rare, hein, il y a eu un mort, bon bah oui. Ça a l'air d'être très violent, mais enfin, c'est pas ce qu'avait fait Banzer, etc. Donc c'est très agité, mais ce n'est pas aussi enfin ça n'a rien à voir avec la Syrie ou des choses comme ça. Enfin bon. Bon. Mais deuxièmement, c'est tout le temps. Enfin, quand ça va mal, c'est-à-dire que tout le pays est paralysé et ils font des barrages les uns contre les autres. Et on ne sait pas si on est dans un camp ou dans un autre. On va de barrage en oscillant, en disant mais écoutez, on est des copains, oui, mais t'es copains de qui, etc. Enfin, parce que les barrages s'entremêlent en plus. Ils sont bon, mais c'est vraiment très dur et ils sont comme ça. Ils ont des gueules magnifiques et ils font des grands gestes. Enfin, ils sont très beaux, ils sont très bien. Ils sont théâtraux. Alors oui, je vois pas trop clair là. Oui, voilà, très bien, oui. Allez-y. Oui. Alors je vous remercie beaucoup pour ces explications sur le contexte et la complication de l'affaire, en effet, qui échappe quand on voit le film pour la première fois, et même pour d'autres fois, j'imagine. Mais vous avez fait, dans votre début de commentaire, Monsieur Lipietz, une allusion fugace à la Corse qui, j'avoue, m'a échappé. Enfin, dont le sens m'a échappé. Vous vous souvenez ? Oui, sur la propriété de la terre. Oui, qui est la collectivité à qui appartient la terre. C'est un vrai problème quand il y a des luttes sociales où la question du territoire et du territoire indigène est posée, parce que si vous prenez le peuple, je sais pas moi, je connais mieux l'Équateur peut-être qu'encore que la Bolivie. Si vous prenez les Assouars, par exemple, les Chouars, il y a peut-être un chouard en village pour 10 ou 50. Donc, tu veux dire qu'il y a plus de Corses hors la Corse? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup plus de Corses hors d'un village de Corse que dans le village lui-même. Enfin, Donc, j'ai pris la Corse parce que je suis en France, mais j'aurais pu dire, je sais pas, le Trás-os-Montes au Portugal. Enfin, c'est vraiment, c'est un peu ça la tragédie de ces pays, c'est que ce sont des luttes indigénistes. Qui donc, à ce titre, sont protégés par une convention spécifique de l'Organisation internationale du travail, la 169, qui précise très bien leurs droits, sauf qu'on ne sait pas qui est la communauté. Je veux dire, c'est la question de la légitimité. La légitimité, même la légalité, parce que la légitimité, on la voit à peu près, parce que c'est le traditionnel. Mais quand on dit, je sais pas moi, je prends une mine sur laquelle je me suis battu avec les autres députés dans le nord du Pérou, on a eu exactement ce problème-là. Il y avait peut-être une lutte comme ça, avec des batailles comme ça, rangées, les flics et tout, les hélicoptères qui bombardent, enfin bon, bref. Et c'était pour une mine anglaise, une firme anglaise qui avait acheté une concession en haut dans le Paramo. Et il y avait peut-être sur place 150 personnes. Plus un millier qui était monté pour l'occasion. Mais il nous disait, mais on est en bas, on est 20 000. Enfin, c'est dans le bidonville. Mais du point de vue de l'OIT, ils ne sont plus indigènes quand ils sont dans le bidonville en bas, quoi. Dans des pays comme la Bolivie, est-ce que le changement climatique va avoir un impact sur ce rapport à l'eau et lequel ? Moi, je me dis comme ça spontanément, mais non, peut-être que justement, ils n'auront pas de problème avec l'eau, mais peut-être que si. Si, c'est énorme même. Bon, comme tous les pays de montagne ou de piémont, l'eau est régulée par les glaciers. Et donc, la Bolivie, par ailleurs, négocie depuis la guerre du Chaco, pratiquement. Hein. Oui, depuis la guerre du Chaco, un accord pour essayer d'avoir un accès à la mer. Que le Chili lui a pris. Vous savez, à un moment, on voit que le Chili touche
le Pérou, hein, et la Bolivie ne peut pas, du coup, avoir accès à la mer. Or, c'est une obsession, littéralement une obsession de la nation bolivienne, qui est un pays très nationaliste, hein, de recouvrer son accès à la mer. Et un des présidents, je ne me souviens plus lequel, n'avait rien trouvé de mieux que de négocier avec le Chili l'abandon, enfin un accès à la mer, justement, dans cette zone frontière, contre des glaciers. Parce que le Chili a exactement le même problème. C'est-à-dire que la Bolivie, qui est, comme tout le monde, menacée par le changement climatique, a sacrifié d'une certaine façon, à mon avis, hein. Bon, ça regarde que le peuple bolivien, une partie de sa sécurité en eau contre un avantage que je trouve relativement secondaire, qui est un accès direct au Pacifique. Je trouve relativement secondaire parce qu'on a dépensé des fortunes pour aménager le Rio de la Plata jusqu'à la Bolivie, de façon à donner un accès à la mer, à la Bolivie. Et à mon avis, ça ne justifiait pas de faire un tel sacrifice. Mais enfin, d'ores et déjà, comme dans tous les pays, et alors en Inde c'est bien pire, hein, dans tous les pays de Piémont, c'est-à-dire ceux dont l'eau arrive par les glaciers et non pas par la pluie, disons, si vous voulez, par la fonte des neiges, la question du climat est effectivement, du changement climatique, extrêmement grave. Et on est à peu près persuadé que dans quelques décennies, la Bolivie va connaître encore de nouveaux emmerdements auxquels elle ne s'attendait pas jusqu'ici, enfin, qui vont se rajouter à tout ce qu'elle a connu jusqu'ici, je veux dire. Oui. Merci. Moi, je voudrais revenir sur la question de l'impérialisme, puisque le film fait le parallèle entre l'impérialisme espagnol à l'époque et l'impérialisme des compagnies privées qui sont venues ensuite récemment. Peut-être comprendre quels sont les nouveaux impérialistes dans le monde actuel et qui pourraient menacer l'Amérique latine ou d'autres pays. Il y en a tellement qu'on ne sait plus les compter maintenant. Alors, il y a les vieux. Hein. Alors, chaque fois que j'allais là-bas en tant que président de la délégation ou en tant que vice-président du Parlement euro-latino-américain, j'étais accompagné des Espagnols et c'était terrible parce que c'était directement les députés, même socialistes, étaient directement les représentants de la Repsol ou des firmes espagnoles et c'est pour ça que d'une certaine façon, il y avait une tradition pour que ces délégations ne soient pas présidées par des Espagnols, mais par des Allemands, des Français, etc. Bon, quand j'arrive à La Paz, le deuxième ou troisième voyage, en pleine lutte comme ça, c'était la Lyonnaise des Eaux. Donc il fallait à chaque fois que je dise, vous savez, moi je ne suis pas le représentant de la Lyonnaise des Eaux. Et les gens, oui, on vous a entendu à la radio, vous avez dit que vous n'êtes pas le représentant de la Lyonnaise des Eaux, on vous croit, etc. Bon, donc c'est... oui, on fait partie de cette représentation de l'impérialisme. Mais il y en a des nouveaux maintenant. Hein. On s'était mis d'accord, si vous voulez, les impérialistes traditionnels, c'est-à-dire les Allemands, les Français, les Anglais et les Espagnols, pour ne pas toucher à la montagne Mutun, qui est une espèce un bloc de métaux plus ou moins important. Hein, les métaux eux-mêmes sont plus ou moins importants, mais le bloc est énorme, c'est une montagne, hein, qui domine le Pantanal. Le Pantanal, c'est le plus gros et le plus beau de tous les espaces humides de la planète. Hein. Il y a eu un film extraordinaire, enfin une telenovela brésilienne sur le Pantanal. C'est un immense marécage peuplé de jaguars, de bestioles les plus belles les unes que les autres, qui s'étend dans toute la partie au pied, dans le piémont qui dévale de la Bolivie et qui s'étend sur le Paraguay, sur l'Argentine et sur la Bolivie, donc, et partiellement sur le Brésil. Et donc, on s'était mis d'accord pour sacraliser cette montagne. Et paf, quand Evo Morales arrive, aussitôt, il vend la montagne. Enfin, il la vend à qui ? À l'Inde. Alors,
je suis reçu par le ministre des Affaires extérieures, qui est en même temps le ministre de culte. Alors à l'époque, Evo Morales est arrivé avec tout un discours de la déesse mère, de la Pachamama. Donc le ministre des cultes, qui est en même temps le ministre des Affaires étrangères, commence par en faire tout un cours sur la Pachamama. Et je lui dis, mais d'accord, et que pense la Pachamama de la concession de la mine Mutun à l'Inde? Il me dit, avec sa tête magnifique, la Pachamama est très ennuyée, mais nous devons nourrir le peuple bolivien, etc. Et alors, c'est sans arrêt comme ça. Pendant des années, je voyais à peu près tout le temps les présidents successifs, chaque année le président successif du Pérou. Et à chaque fois, avant la rencontre avec le président, on recevait des délégations de peuples de la côte en disant « c'est affreux, vous nous... Non, en fait, c'est pas passé comme ça. Quand je suis arrivé, c'était déjà le cas. Quand je suis arrivé à ce rôle, c'était après l'affaire des farines animales et de la vaca loca. Et du coup, toute l'Europe avait interdit toutes les farines animales, toutes, y compris la farine de poisson. Okay. Or, le Pérou, peu de temps avant, avait commencé à prendre l'habitude de vendre de la farine d'anchois pour nourrir les vaches européennes. Voilà. Et face à cette interdiction d'utiliser des farines animales, le Pérou avait perdu un débouché. Donc chaque fois que je voyais un président, je reviens à mon histoire, chaque fois que je voyais un président du Pérou, il me disait « Ah, c'est affreux, il faudrait vraiment que vous leviez cette interdiction de la farine d'anchois, parce que mon peuple a besoin de vendre de la farine d'anchois. » Et puis évidemment, nous avions reçu auparavant des représentants des petits pêcheurs, des paysans, etc., qui disaient « Surtout, ne lâchez pas sur l'interdiction de la farine d'anchois. Nous, on mange les anchois et c'est pas fait pour nourrir vos vaches, etc., etc. » Et puis un jour, je rencontre, je ne me rappelle plus quel président péruvien, et je lui dis, au bout de 2 heures de discussion, la conversation s'arrête, et en me levant, je lui dis, au fait, monsieur le président, vous n'avez pas parlé des farines d'anchois? Il dit, oh ben non, on les vend aux Chinois. Donc, la question s'est réglée comme ça. Donc, on a un vrai problème maintenant sur ces questions de conditionnalité. C'est-à-dire que même des forces démocratiques qui voudraient arrêter le colonialisme, enfin le néocolonialisme, pardon, en essayant de mettre de la conditionnalité, droits de l'homme, environnement, etc., on se heurte au fait que les élites locales n'ont que le choix de... Enfin, on les appelle les intriguistes, ceux qui livrent les richesses du pays aux colonialistes. Les élites locales n'ont que le choix de vendre soit à la Chine, soit à l'Inde, soit à la France, soit à l'Angleterre, soit aux États-Unis. Enfin, c'est très très difficile. En l'absence, l'Organisation mondiale du commerce aurait pu être le lieu où on aurait limité cette concurrence entre les impérialistes en disant bon, on est interdit de faire ceci, il est interdit de faire cela. Bon, comme vous le savez, elle s'est quasiment dissoute aujourd'hui sans qu'on soit arrivé à ça. Je vous signale un ouvrage très éclairant sur la question que vous avez posée, qui est Expulsion de l'économiste américaine Saskia Sassen, qui insiste lourdement sur, mais moi j'étais sidéré en lisant ce bouquin, sur les milliers d'hectares acquis par la Chine ou l'Inde, en Afrique noire, en Amérique latine et même en France. Donc c'est des formes pourtant assez spectaculaires, mais très peu médiatisées, de cette nouvelle redistribution des cartes, dans tous les sens du mot carte, à l'échelle planétaire. Oui, alors, ça paraît. Je me dis que tu utilisais le mot redistribution. Parce que oui, redistribution. Oui. Si l'Inde et la Chine sont si violentes, c'est parce que les cartes sont déjà distribuées. C'est-à-dire qu'elles se battent pour redistribuer les cartes. C'est ça, voilà. La tendance, disons, social-démocrate ou écologiste, tout ce que vous voulez, à essayer de humaniser la violence du pillage du tiers-monde dans les années 60, 70, etc., a abouti à ce qu'un certain nombre de choses ne se faisaient plus. Les ONG contrôlaient l'Organisation mondiale du commerce, contrôlaient la Banque mondiale, contrôlaient la Banque européenne d'investissement, etc. Donc il commençait à y avoir des règles.
mais avec la Chine, vraiment dans son développement, qui reprend exactement le même modèle que nous, elle a besoin d'énormément de nouvelles richesses. Et une fois, par exemple, j'étais à cette époque-là, c'était avant que je sois eurodéputé, j'étais économiste et le CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, m'embauchait quelquefois pour faire des missions d'inspection des aides qu'il donnait sur place. Bon. Et je vais au sud de la mine du Pérou. Au sud du Pérou, dans la plus grande mine de fer de l'Amérique du Sud, qui avait été privatisée, dans la grande vague de privatisation dont j'ai parlé tout à l'heure des années 90. Des années 90, oui. Et elle était vendue aux Chinois. Alors on arrive en plein milieu du désert, c'est un peu c'est la prolongation du désert d'Atacama, hein. Et on arrive là, en plein désert au bord de la mer, et on voit un taux chinois. Hein. On arrive en zone chinoise, visiblement, et je discute avec les syndicalistes, ils me disent, et je leur demande comment ça va depuis la vente de cette mine qui était, avant, une mine nationale péruvienne vendue à la Chine. Et ils me disent, oh ben on produit 3 fois plus, avec un peu moins de monde, et il y a 4 fois plus d'accidents de travail. C'est la pression, et ça représente 10% des besoins de fer. Enfin, à l'époque, ça représentait 10% des besoins de fer de la Chine. Aujourd'hui, moins, certainement, mais... Incroyable. Alors sinon, pour revenir à une question qui était sous-jacente, quand vous parliez des glaciers et du réchauffement climatique, c'est aussi la question de l'eau. Et la question de l'eau, vraisemblablement, enfin, quand on lit des études prospectivistes, va générer des guerres. Déjà, il y a des conflits, enfin des tensions, disons, on dit ça comme ça en termes de géopolitique, des tensions pour l'eau en Israël et la Palestine, entre l'Inde, la Chine et le Pakistan. On peut repérer des lieux où tout n'est pas joué encore. Bah oui, il y en a beaucoup, partout où l'eau franchit une frontière, notamment. Voilà, que ce soit entre la Turquie et l'Irak, ou que ce soit le Jourdain, ou que ce soit... Bon. Donc ça c'est un des enjeux les plus terribles. Mais en plus, il y a cette question très compliquée de qu'est-ce qu'on peut faire à la place. C'est très compliqué, hein, encore une fois. Mais bon, je dis ça tout le temps, mais c'est probablement la seule chose que j'ai retenue de ma vie politique, c'est que les choses sont très compliquées. Qu'est-ce qui complique les choses? C'est qu'il y avait un modèle, il y a des modèles qui se tiennent, qui correspondent à leur culture, à la culture du pays où ils sont utilisés. Voilà. En France, vous avez une paysannerie qui est à peu près régulée par les lois foncières. Monsieur s'est étonné du fait que j'ai fait une allusion à la Corse. La Corse a des règles foncières compliquées, différentes, et notamment le fait qu'à l'héritage, comme elle n'est pas obligée de payer tout de suite, enfin, suite à un compromis qui remonte à l'époque de Napoléon, hein, la Corse a des freins au partage de l'héritage, etc., qui empêchent de mettre en place certains types de régulations. Quand vous voulez faire un hôtel, par exemple, en Corse, c'est compliqué, parce que, etc. Bon, c'est un peu le même problème, d'une certaine façon, mais c'en est un autre. Alors, ces pays-là, comme je vous l'ai dit, avaient leur propre système avant la colonisation, qui a duré un certain moment, et alors c'est bien qu'on ait évoqué comment fonctionnait le mot incondiamento est utilisé. Il n'est pas très bien expliqué, j'ai trouvé, enfin... Il est mieux fait dans d'autres films, si je peux me permettre. Ce film a beaucoup de mérite, mais enfin, là, je trouve que là, ils auraient pu un peu plus travailler. C'était... les colons espagnols ont très intelligemment utilisé des structures indigénistes qui existaient déjà. Indigènes qui existaient déjà. Et l'incondiamento en est un. En tout cas, ils avaient un moyen de réguler l'accès à l'eau. Si vous voulez en mettre un autre, moderne, c'est compliqué. Parce que vous allez réguler par quoi? J'ai vu des tentatives, par exemple, à la bonne époque de Chavez, il y a eu une bonne époque de Chavez, quoi qu'on en dise, hein, au Venezuela, où les ingénieurs de l'eau de Caracas
montait dans les bidonvilles, parce que c'est des bidonvilles en pente qui montent très fort à Caracas, et organisait des tables, des mesas de discussion pour savoir exactement combien il y avait besoin de montées de tuyaux jusque tout en haut des bidonvilles. Et vraiment, c'était très intéressant ce qu'ils faisaient. Et ça avait servi ensuite aux électriciens à faire le même boulot. Si vous faites si vous dites l'eau est gratuite, parce que c'est un bien fondamental, alors elle va être gaspillée. Il y a d'autres gens il y a des gens qui vont s'en servir, pas pour simplement boire ou se laver, hein, mais pour irriguer. Donc vous ne pouvez pas dire que l'eau est gratuite. L'eau, c'est très difficile à produire. Ça a l'air de rien, mais c'est très difficile à produire. Si vous l'utilisez comme ils le faisaient avant, c'est-à-dire qu'on sait qu'une famille doit à la fois se laver, faire sa cuisine, etc., et cultiver un petit champ, avant, les gens savaient faire ça. Dans la mesure où il y a maintenant une division entre ceux qui habitent dans les villes, ceux qui font des champs, etc., bon, ça devient extrêmement compliqué. Exactement. Alors vous me direz, c'est la même chose en France. Hein, dans une station de sport d'hiver qui a des lacs de retenue pour faire des canons à neige, si ça doit ensuite passer par la Durance, à partir du mois de mars, on commence à avoir besoin d'eau en bas pour les arbres fruitiers, etc., etc. Enfin bon, il y a des bagarres déjà extraordinaires entre la moyenne Durance et la basse Durance et la haute Durance sur cette question de l'eau. Vous imaginez ce que ça peut être quand vous l'appliquez sur une société comme celle-là. Bon, donc c'est très compliqué. Je me souviens avoir tenté de faire dire dans un sommet euro-latino-américain que l'accès à l'eau est un droit fondamental. Un droit de la personne humaine. Eh ben, j'ai eu tout le monde, toute l'Amérique latine sur le dos, avant de comprendre qu'ils comprenaient ça comme la liberté de navigation dans l'Amazonie. Alors que non, l'Amazonie n'est pas un fleuve de toute la terre, mais du peuple, de l'État brésilien. Enfin, il y a un tas de choses comme ça où il faut faire, on marche tout le temps sur des œufs. Mais bon, Madame, comment ça s'appelle, Ostrom a fait eu le prix Nobel pour avoir décrit un peu tous les différents mécanismes anciens et nouveaux qui pourraient servir à allouer ce bien qui est effectivement un bien fondamental, qui est l'eau. Ça, c'est vraiment la morale de l'eau avec le petit flacon précieux qu'il lui donne à la fin. Le cadeau, oui. Y a-t-il encore d'autres remarques? Écoutez, merci beaucoup. J'ajouterai juste un point quand même sur la musique, parce que c'est quand même Alfredo Iglesias qui a réalisé la musique. C'est le musicien attitré, le compositeur attitré de Pedro Almodóvar. Donc c'est aussi pour ça que la bande sonore et musicale est assez exceptionnelle. Merci beaucoup, Alain. Si je peux me permettre de dire un mot, puisque personne n'a discuté du film. Oui, effectivement, il est très émouvant parce qu'on rentre dedans. C'est-à-dire que d'un œil externe, qui est le nôtre, je ne vois pas toute la salle, mais enfin, je pense que la plupart sont ici des colonialistes, hein, on a ce problème formidable que, bon, ils vont faire un film très généreux, hein, puisque à la gloire de... Dénonciateur, à la gloire de Las Cases, c'est... quand il faut passer, quand ils sont le nez devant un cas de lutte exactement du même genre, bon. Et ça, ils ne savent pas comment faire. Et à ce moment-là, c'est le sentiment, c'est le cœur, c'est l'affect qui déterminera que les uns feront des choses, d'autres s'enfuiront, d'autres essaieront de continuer pour ce qu'ils avaient voulu au départ, sans comprendre qu'ils sont dans une conjoncture. Et ça, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et on a quand on intervient politiquement comme ONG même, alors je ne vais pas aller dans les cas extrêmes des médecins du monde en Bosnie ou en Syrie où sans arrêt on est ou la Croix-Rouge, hein, ou bien on suit les règles, à ce moment-là on couvre des horreurs, ou bien on viole les règles et à ce moment-là on ne peut plus travailler. Je pense que c'est très très bien évoqué, et le fait que ce soit à propos du cinéma, c'est pas mal non plus. Enfin, oui, absolument. Merci beaucoup, Alain, merci à vous tous. Et à l'année prochaine.